Tiers livre, atelier d'écriture, cycle été, c'est la deuxième proposition. Dans le prologue, on s'est concentré sur l'idée du roman, en se disant s'il n'y a qu'un seul roman qu'on garde là, ce qui est évidemment totalement frustrant, totalement artificiel, mais que celui-là, on en expulse l'auteur, on en expulse le titre et on ne garde que la matérialité de la lecture. Comment ça nous est venu dans les mains, par quel intermédiaire, et puis c'était comment la première fois qu'on l'a lu. La lecture comme monde ouvert. Et puis pourquoi celui-là nous happe? Pourquoi il s'est passé ça qui fait que c'est celui-ci qu'on élit? Et là, dans cette relation intime, personnelle, à l'écriture narrative, on est en prise avec ce qu'on va chercher tout cet été, c'est-à-dire non pas ce qu'on a fait jusqu'ici très souvent de façon statique, outil du roman, pousser la langue, faire un livre, et aucun problème à retravailler chacune d'entre vous ces exercices des cycles précédents, ne serait-ce que pour élargir là ce qu'on va faire pendant 3 mois, qui s'appellera un roman. Mais l'idée qu'on développe ce qui est la situation, la poussée, la marche en avant du livre. Justement parce que toutes nos écritures sont singulières et que le mot roman n'est qu'une constellation de ces singularités ouvertes. Et notre première proposition, on a travaillé sur la mise en place d'un auteur ou d'une autrice, comme vous voulez. Chacune a construit fictionnellement la posture de celui ou celle qui était en train d'écrire ce livre dont on ne sait rien encore. Et je le rappelle, parce que aujourd'hui, ça va encore être notre difficulté. C'est-à-dire, on va faire venir de la matière sans la construire à l'avance avec la tête. C'est-à-dire, on va faire venir de la matière qui va peut-être nous sembler fragile, justement parce que on ne lui demande pas de contenir le roman. On se contente de poser là, ce qu'on va poser, c'est une exploration géographique, et au bout de cette exploration géographique, le surgissement fantomatique, impalpable, d'un ou d'une ou de, au pluriel, personnages. C'est pour ça que c'est important. Alors évidemment, ce cycle, je l'ai appelé « Comédie humaine » au pluriel, un petit ancrage qui n'est pas s'enfermer dans Balzac, en tout cas vraiment, je voudrais éviter ça, mais Balzac en tant que génération, Balzac en tant que mouvement d'expansion permanent, et là, dans cette dynamique d'expansion, on a des choses à lui prendre encore. Alors, proposition numéro 2, on va avancer avec chez lui, c'est un narrateur anthropomorphe, pas plus haut que lui, 1m60 au maximum, plutôt trapu. Oh, c'est trop beau pour que je le redise pas encore une fois, cette phrase si mirifique de Balzac, qui parle de nos corps, là, des gens de l'Ouest. Il dit qu'un gros coup et tes bras courts pour que la pensée aille plus vite au bout de la main. Et reviennent, avec 3 dents dans la bouche, et sa main qui est toujours là pour rire. Et ce narrateur anthropomorphe, qui est une sorte de double de l'auteur, se dissocie de lui et va explorer un lieu. On explore ce lieu, j'allais dire à vide. Les lumières, les pièces, les enfilades, la disposition, les meubles, les portraits au mur, peut-être même au bout une évocation, ce qu'on projette soi-même par cette affinité ou cette surprise du lieu. Et puis soudain, on découvre, et c'est la bascule la plus miraculeuse de Balzac, que là où on pensait simplement visiter une maison vide, avancer dans ce lieu vide, eh bien non, il y avait des personnages immobiles, assis. Et à ce moment-là, ça bascule parce que les personnages sont là.
Et c'est là-dessus que ce cher André Breton, que j'estime énormément pour d'autres raisons, dans un autre monde, dans une autre période, dit de Balzac. Il a été de bon ton de dénigrer Balzac. Ah ouais, Flaubert, ah ouais, Mallarmé, là, ça va. Ah ouais, Marcel Proust, ouais, ouais, mais Balzac nous envoie ses cartes postales. Il nous envoie ses cartes postales. Et le premier à avoir remarqué cette phrase et être rentré là-dedans, c'était le plus grand admirateur de Breton, c'était Julien Gracq. Comment Breton peut dire de Balzac, il nous envoie ses cartes postales? Et remarquez que pour l'instant, je n'utilise pas le mot de description. On y viendra plus tard. On y viendra d'autres façons. S'il vous plaît, on est en deçà, hors de la description. On est dans une cinétique, dans une dynamique. On est se fonder sur une dissociation de soi qui va explorer un lieu. Ça peut être de mémoire, ça peut être totalement dans la fiction. Et parce qu'on aura construit notre avancée dans ce lieu, viendra ce moment impalpable où on découvrira que dans ce lieu, il y a des personnages immobiles. Ne vous inquiétez pas, proposition 3, on s'en occupera. Peut-être même dès la 2 bis, puisque vous savez que le principe de cet atelier, c'est que le dimanche vient une proposition de ce type, mais que le mercredi matin, vous découvrirez dans les vidéos là, de l'inscription une idée pour retravailler, développer, renverser. Et ça, pour moi, j'y trouve mon compte parce que c'est la première fois que je le fais. Alors des exemples dans Balzac. En téléchargement, je vous ai mis un court extrait, un texte très bref, dans un livre qui pour moi est un petit peu singulier dans la comédie humaine, Scène de la vie privée, Honorine. Et Honorine, vous savez que le narrateur est présenté par son oncle, un personnage qui a besoin là, d'un secrétaire assistant. Et donc c'est simplement traverser une cour, un bâtiment, une suite de salles, et puis finalement arriver en présence de celui qui va l'embaucher. Et besoin de ça, parce que ce personnage lui-même, cette solitude ou cet isolement, il le ou l'a subi, et cet isolement volontaire du personnage dans son lieu sera la clé du dédoublement. C'est-à-dire, symétriquement, cette femme qui s'appelle Honorine, qui vit dans une maison avec un petit jardin, quelque chose de très clos, de très silencieux, quelque chose comme une petite utopie, là, en plein milieu de la ville, sans savoir du tout que c'est ce personnage dont elle est séparée, qui, en fait, finance la totalité là, de ce qu'elle conçoit comme étant une chance de pouvoir vivre dans ces conditions. Et l'exploration, la traversée, le surgissement de cette maison avec son petit jardin clos, cette paix, cette tranquillité, mais avec des personnages qui ne se rencontrent pas, ce sera la clé là de ce mystère d'Honorine. Alors, je vous ai mis juste ce tout petit passage parce que pour moi, là, on voit cette mécanique, c'est-à-dire l'oncle amène le narrateur, le futur narrateur, il ne sait pas qu'il est en possession de cette histoire et qu'il aura à la raconter, en présence du type qui va l'embaucher, mais on traverse une suite d'étapes qui sont en même temps se dissocier du monde. C'est-à-dire que ce qu'on installe là, par la marche, et la marche qui se renverse. Là, avec le personnage avant même qu'il ait parlé, c'est bien sûr un temps d'exposition, mais c'est un temps de séparation. C'est-à-dire, on quitte l'univers, nous, qui est là, le monde qui nous entoure, pour le remplacer par l'univers produit par la lecture. Et cette question-là, probablement, elle ouvre une autre instance qui est celle du pacte de lecture. C'est-à-dire, la marquise qui sort à 5 heures, bon, évidemment, on peut l'accepter telle qu'elle, mais c'est pas Balzac, ça, justement. Plus personne, d'ailleurs, plus personne. Sauf les kilos et kilos qui nous tombent là, chaque rentrée littéraire. C'est installer le pacte qui va vous dire ce que vous lisez est le monde. On a quitté le monde qui vous semblait celui de l'immédiate présence.
Alors ce petit texte d'Honorine, pour moi, parce qu'il est bref et qu'il laisse voir la mécanique, mais j'allais dire que c'est une récurrence chez Balzac. Un autre exemple pour moi, archétype, mais à une dimension de solidité. Là encore, c'est voir comment Julien Gracq, en lisant, en écrivant, parle en permanence de Béatrix, avec ce personnage central qui est elle-même auteur. Et ce personnage de Camille Maupin, en quoi il tire le tapis carrément sous les pieds de Balzac. On entre dans la vieille ville de Guérande. Alors là, je voudrais prendre juste une petite précaution, pas du tout pédagogique justement, c'est que dans ces explorations préliminaires de Balzac, on ne voit pas la différence entre extérieur et intérieur. C'est-à-dire, là, dans Honorine, on commence par traverser, on est dans une vieille rue là, vers le quartier Saint-Paul, le Marais, et puis tout d'un coup, on entre dans la cour. Dans Béatrix, on va traverser les vieilles rues de Guérande et passer des vieilles rues de Guérande à l'intérieur de la maison du Guénic. Je vais vous parler une petite minute d'Eugénie Grandet où on traverse sous mur les gens qui sortent leurs chaises dans la rue le soir, ce qu'on n'imagine pas dans le sous-mur actuel, avant d'entrer dans la maison des Grandet. Nous, là, c'est un exercice trop vertigineux. Attention, si vous décrivez être dans une rue et approcher d'une maison, vous ne l'atteindrez jamais. Peut-être qu'on fera un exercice sur la question des portes, vous savez, dans le Golem, par exemple. Nous, là, on va d'emblée être dans un intérieur. Et pour Béatrix, c'est là où, comme dans le cabinet des antiques, par exemple, qui est aussi un récit qui tire j'allais dire, sa majesté fictionnelle, d'être presque comme dans un musée Grévin, à mesure qu'on avance et qu'on voit ces silhouettes assises, comme si tout d'un coup ils étaient en train de jouer aux cartes à 4 ou au tric-trac ou je sais pas quoi, mais que chaque mouvement est tellement au ralenti et qu'on entre dans un temps, dans une ampliation de temps où tout nous paraît immobile, où les personnages nous paraissent juste saisis comme ça dans un hors-temps, et ensuite, tout d'un coup, c'est bon, le film repasse à vitesse normale, et on lance les dés sur le plateau de Tric-Trac, et puis le vieux curé du Patelin va sortir la phrase, ou se moucher comme il se mouche tous les soirs, parce qu'il fume prend des prises de tabac par le nez. On va quitter Balzac, on va venir très très vite à l'univers plus contemporain de Jeanne Sautière. En tout cas, reprenez l'ouverture du cabinet des antiques. Si vous n'avez pas chez vous, si vous n'avez pas un Balzac, tout le monde a un Balzac qui traîne chez soi. Sinon, il y a toujours Wikisource ou tout ça, tout est disponible, ouvert. Et Béatrix, pour moi, reste l'archétype aussi de ce fonctionnement, parce qu'une fois entré dans ce vieil hôtel du Guénic, on explore tout, le couloir, la disposition des pièces de service, le salon, le vieux fumoir où on se retrouve le soir, et puis l'ouverture sur le jardin à l'extérieur, c'est souvent là aussi une disposition un petit peu archétype. Et il y a ce moment très singulier où Balzac dit on imaginerait que les personnages sont encore là, qui vont arriver là, surgir tout droit là dans la pièce depuis le fond des siècles, du XVe siècle. Puis en fait, oui, les personnages sont là, et le vieux du Guénic n'a pas changé depuis le XVe siècle. J'aime pas annoncer que je vais parler d'Eugénie Grandet, parce que Eugénie Grandet, c'est comme dans Maupassant, quand on prend Bel Ami au bac de français, on vous a tellement seriné Eugénie Grandet, le réalisme de Balzac là, dans le lycée, que c'est peut-être le pire coup qu'on ait jamais fait à Balzac. Il y a des textes fabuleux pour l'enseignement, le chef-d'œuvre inconnu, Adieu, la Grande Bretèche, tellement, mais pas Eugénie Grandet. Simplement, c'est ça qu'on vous assène. Pourtant, nous, quand on le reprend, Eugénie Grandet, pour moi, c'est
Évidemment, pour moi, c'est des blocs, et peut-être le bloc le plus haut, le plus beau de Balzac, c'est La Rabouilleuse à Issoudun, c'est Ursule Mirouet, je ne sais plus où, derrière Nevers ou Orléans, et puis, je n'ai pas révisé, et puis Eugénie Grandet à Saumur, et puis le fait autobiographique, c'est-à-dire que Balzac certainement connaissait la région ici là, de Tours à Vouvray, c'est-à-dire Vouvray étant un petit bled viticole là, à 10 kilomètres à l'est de Tours, sur la Loire, mais Saumur, c'est quand il loue là, la maison que j'aperçois, là, à 300 mètres de la Grenadière, c'est la première fois où il vit avec Madame de Berny, quasi clandestinement pendant 3 semaines, et ils vont s'offrir, tous les deux, le voyage de descendre la Loire, justement, jusqu'à Guérande. C'est-à-dire en quelques jours, comme ça, les impressions passent par un pic d'intensité, et on va retrouver, même Tram au bord de la mer, tout un ensemble de textes, bien plus tard, qui découleront là de ce petit voyage. Et le bateau part à 4 heures. Là, la Loire est une espèce d'autoroute depuis très longtemps. On part de Tours à 4 heures, et puis vers 7 heures du matin, je dis des bêtises, mais en tout cas, quand on lit la correspondance de Balzac, il y a tout le détail. La gabarre s'arrête à Saumur. Il y a le courant de la Loire, il y a le vent, ça va vite. Et à Saumur, 45 minutes d'arrêt. Bah ouais, c'est descendre des trucs, les courriers, les vivres, les machins, reprendre de la nourriture pour les voyageurs. Et tout d'un coup, dans ce matin qui lève, Balzac, en 50 minutes, découvre une ville là qui se déploie à la verticale, un vieux quartier aux ruelles serrées, l'activité du port, ces bons hommes là qui font le commerce et donnent des ordres. Et donc, c'est cette vision arrêtée ultra brève de Saumur qui sera son seul point d'appui, son seul ancrage pour qu'Eugénie Grandet nous paraisse un travail d'observation minutieux, de reconstitution du réel, d'après-motif. Non, pas du tout. Et on a une entrée dans la maison des Grandet jusqu'à cette salle là où se réunit la famille le soir, où le père Grandet coupe le pain le plus mince possible. C'est là où il y aura toutes ces scènes rituelles avec le cousin. Et un petit peu plus loin, il y a ce passage, alors justement qui n'est pas celui de ma mécanique, mais on a plusieurs cartes postales. Et l'autre carte postale et la carte postale suivante, c'est Eugénie Grandet dans son désarroi après le père, alors le cousin est arrivé, mais il est hors de question que le père confie sa fortune à un gandin de cette sorte. Elle a compris que c'est fichu, et elle se penche à sa fenêtre, elle voit la cour, et là, je peux juste même, attendez, je peux vous en lire quelques lignes. Auprès de la cuisine se trouvait un puits entouré d'une margelle, la poulie maintenue dans une branche de fer courbée qu'embrassait une vigne aux pampres flétris, rougis, brouillis par la saison de là. Le tortueux sarment gagnait le mur, s'y attachait. Là, maintenant, on suit le végétal. On n'est pas en train de décrire, justement, j'insiste encore, mais c'est les éléments eux-mêmes qui, à mesure qu'on les écrit, appelle le suivant et se projette par ou dans le suivant. De là, le tortueux sarment gagnait le mur, s'y attachait, courait. C'est comme les verbes souvent avancent par 3. C'est parce que les verbes fonctionnant sur cette espèce de triangulation que les adjectifs avec l'antéposition, c'est pas un sarment tortueux, c'est le tortueux sarment avançait, déployait. Donc c'est ça, cet équilibre qui crée la création de réel par la langue quand elle se saisit d'un lieu avec... Là, c'est pas narrateur en mouvement. Vous voyez, je prends toujours des passages qui sont le contraire de ce que j'avance, puisque Eugénie est à sa fenêtre et elle voit ce truc-là. Mais elle est aussitôt remplacée par le narrateur qui, lui, explore virtuellement ce qui est cet extérieur
et finissait sur un bûcher où le bois était rangé avec autant d'exactitude que peuvent l'être les livres d'un bibliophile. On va pas surcharger l'image, mais tout d'un coup, vous qui êtes dans un livre, vous découvrez que ces vieux tas de bois là qui servent à se chauffer, donc c'est complètement utile. C'est des images qu'on voit aujourd'hui là, dans chaque ferme. Là, quand je vais me balader dans le coin de Rabelais, ben, finalement, ça se redécompose aussitôt. Quoi En bibliothèque, en livre. Mis en abîme, le pavé de la cour offrait ces teintes noirâtres produites avec le temps par les mousses, par les herbes, par le défaut de mouvement. Quand je vous disais tout à l'heure dans le cabinet des antiques, le temps suspendu, et tout d'un coup cette immobilité qu'on qu'on installe par cet immense ralenti du temps. Et cet immense ralenti du temps, eh ben, c'est justement ça, les mousses, les herbes, le défaut de mouvement. Les murs épais présentaient leurs chemises vertes ondées de longues traces brunes, enfin les 8 marches qui régnaient au fond de la cour et menaient à la porte du jardin. Les 8 marches, pas les 37 comme chez, ou les 39 comme chez Hitchcock, qui régnaient au fond de la cour et menaient. C'est-à-dire que tout d'un coup, les marches, les 8 marches que vous entrevoyez, deviennent sujets. À ce moment-là, c'est elles qui construisent le récit. Et là, on est quelque chose là est important pour nous là dans l'exercice. C'est-à-dire le narrateur évidemment avance et voit, arrive aux marches, mais non là puisque le narrateur n'est pas figuré, c'est le lieu lui-même qui devient sujet de sa propre avancée. Je ne veux pas rendre ça trop lourd, trop fixe, mais pour nous, c'est autant d'idées qui vont nous aider à travailler, à faire que le lieu, en tant que tel, soit fiction et surtout cinétique avancée. Parce que c'est ça qui nous concerne. Description, on verra plus tard. Je suis un peu lourd dans mes répétitions, mais j'y insiste. Enfin, les 8 marches qui régnaient au fond de la cour et menaient à la porte du jardin étaient disjointes et ensevelies. C'est-à-dire, à mesure qu'on voit quelque chose, même si c'est sujet, prom, ça éclate. Comme dans les jeux vidéo. Et ça éclate, ça fait de la place pour que le récit continue, là. Étaient disjointes, ensevelies sous de hautes plantes, comme le tombeau. Alors le com, on a fait l'autre jour un exercice sur le com. Peut-être que celui-là... comme le tombeau d'un chevalier enterré par sa veuve au temps des croisades. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, Balzac, il me fait toujours un petit peu sourire à chaque fois, mais c'est pas grave. Au-dessus d'une assise de pierre toute rongée s'élevait une... Alors attention, nous, s'élevait, se dressait, trônait, etc. Je me souviens de périodes où, dans les workshops et les stages, quiconque utilisait s'élevait, se dressait, trônait, etc. C'était, allez, hop, 1 euro, et puis on se paye le pot à la fin avec la cagnotte. Donc méfiez-vous de ça. Ça, c'est... bon, il avait le droit, là, on est en 1830 et quelques, mais non, plus nous, pas le droit, pas le droit. Enfin, ça peut se supprimer, tout simplement. Au-dessus d'une assise de pierre toute rongée, une grille de bois, qui a dépoussiéré tout ça ? Claude Simon. Relisez les 4 conférences publiées par minuit, les 4 conférences de Claude Simon. C'est pas un Balzacien fou, Claude Simon ? Heureusement, ouais. Simplement, à l'époque, on n'avait pas trop le droit de le dire. Mais maintenant, oui. Mais à laquelle se mariaient à leur gré des plantes grimpantes de chaque côté de la porte à claire-voie s'avançaient les rameaux tortus de pommiers, 3 allées parallèles, sablées et séparées par des carrés dont les terres étaient maintenues. Et juste, pour moi, c'est ça, la magie. Il y a cette porte, il y a le moment où la porte devient sujet de l'avancée du récit, et à ce moment-là, cette toute petite végétation dans les pierres disjointes. Ces petits rameaux, là, ces bouts d'herbe sauvages qui se sont glissés là dans la pierre disjointe. Eh bien, tout d'un coup, c'est ça, le rêve d'Eugénie Grandet, alors que justement, elle n'a pas le droit à plus que ce rêve. Alors, quand Breton dit Balzac nous envoie ses cartes postales, prenez n'importe lequel de Balzac qui a vos préférences, mais je répète bien, c'est un petit coup dans Béatrix, et là, c'est quand même du sérieux pour travailler. Eugénie Grandet, mais c'est trop abîmé par ses souvenirs scolaires, et c'est pas ça pour nous, c'est pas un règlement de compte, c'est pas Balzac, comme ça. Moi, je vous mets un tout petit extrait d'Honorine. Je vous suggère d'aller relire le début de Béatrix, ou le début du cabinet des antiques, et
Si vous avez vraiment envie, regardez un peu dans Eugénie Grandet. Bon, donc, allez, c'est quoi ma proposition? C'est exactement ce qu'on vient de chercher là dans Balzac. André Breton, Balzac, il nous envoie ses cartes postales. Et on va vous envoyer les nôtres. Alors, il vient d'où, le lieu? C'est là où j'ai besoin de Jeanne Sautière. Nous, c'est comment on va privilégier un déplacement. Il n'y a pas besoin de figurer un narrateur. Là, le narrateur anthropomorphe, il est supposé dans Béatrix, il est supposé dans Honorine. Et dans Honorine, c'est le narrateur lui-même, à mesure qu'il découvre le lieu de l'homme qui va l'employer à faire la liaison avec cette femme qui, elle, vit de façon symétrique dans l'isolement de cette maison sans savoir que tout y est en fait organisé à distance. Et dans Eugénie Grandet, c'est peut-être plus fascinant parce que l'avancée, c'est précisément parce qu'on n'a pas description, récit, mais on a bout de description, bout de récit, bout de description, bout de récit, bout de description, bout de récit, et que c'est ça qui fabrique cette avancée. Malgré moi, j'ai utilisé le mot de description, mais chaque morceau, là comme là, tout d'un coup, on était resté dans la maison, la salle, mais là tout d'un coup, on entre dans le jardin. Et le jardin, on va vers cette porte, et à chaque fois qu'on approche, je le répète, il y a ce mouvement où ça se disjoint, où ça éclate, et que dans l'éclatement même viennent des petits éléments concrets. Et ces éléments concrets, c'est eux, là, qui vont être le point d'appui, parce que c'est eux qui vont être la transition pour aller plus loin. On approche des 8 marches, les 8 marches sont disjointes, il y a ces petites herbes sauvages qui passent là, justement, alors qu'elles ne devraient pas. Et puis au-delà, c'est les allées là, du jardin avec les pommiers, et puis la géométrie de ces allées, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, il me fallait du contemporain, c'est pas pour ça. Jeanne Sautière, c'est un livre qui est paru juste il y a 1 an, ça s'appelle Corps flottant. Jeanne Sautière, on a déjà travaillé sur un de ces livres que je trouve, moi, génial pour les ateliers. Moi, je l'ai connu, donc, 2003, Fragmentation d'un lieu commun. Mon propre livre, Prison, était paru en 1998 chez Verdier. En 2003, là, Jeanne était à l'époque à Lyon, elle était éducatrice, je ne sais pas, on ne va pas rentrer dans dans le vieil établissement pénitentiaire de Lyon, et fragmentation d'un lieu commun, c'est-à-dire que la violence et la force de la réalité sociale dont tu parles, la vieille prison, devient le coup de force par lequel va naître ce livre, lieu commun, à tous les sens du terme. Et fragmentation, oui, parce que la continuité du livre naît de la disjonction de ces éléments qu'on prend. Et ça, cette disjonction, elle est permanente chez Balzac, mais elle est rendue invisible par la mécanique du 19e siècle. Alors nous, c'est précisément cette question-là du brisé, du discontinu, sur le quoi on peut s'appuyer, travailler pour rejoindre l'avancée continue, l'illusion d'avancée continue qui définit le mot roman. Et ça, 2003. Ensuite, il y a Nullipare, Vertical 2008, Dressing, Vertical 2013, et Station entre les lignes, Vertical 2015. Là, je vous mets le lien, évidemment. On a fait un super boulot une fois avec simplement, c'est que des notations de transport, les bus, les métros, les trains, mais dans la grande agglomération parisienne, et ce portrait en creux, là, de ce qui nous rejoint en tant qu'être humain dans le brassage de la ville. Il y a eu aussi Mort d'un cheval dans les bras de sa mère. Enfin, ça prend toujours son temps, 3 ans, 5 ans, de livre à livre. Et Corps flottant, il s'agit de quoi? On le comprend vite, moi je n'étais pas du tout au courant, il y a longtemps qu'on se suit, qu'on échange, qu'on correspond. Je ne sais même pas si on s'est jamais croisé une fois dans la vie, je crois pas. Et j'ai découvert que Jeanne Sautière, de son enfance jusqu'à ses 15 ans, elle avait vécu en Iran. Qu'est-ce que la terre maternelle quand c'est si loin
ta culture et de ta langue, quel rapport à la structure familiale. Et puis de ses 15 ans à 17 ans, il y a 3 ans au Cambodge. Et là, pareil, on ne va pas s'inquiéter de nos âges réciproques, mais j'allais dire à distance. C'est une distance d'âge? Non, c'est une distance créée par simplement une vie d'écriture. Donc c'est reprendre à distance ce dont on se souvient de ces 3 ans, 15 ans à 17 ans, là, à l'autre bout du monde, au Cambodge. Et ce qui est fascinant, c'est que précisément, ce qu'elle nous dit, c'est que chercher d'abord les lieux face à la faillite de la mémoire, les formes sensibles. J'ai vécu au Cambodge de juillet 1967 à juillet 1970, de 15 à 18 ans, de la seconde à la terminale. Je n'en garde que si peu de souvenirs, bien moins que d'années antérieures de mon enfance en Iran. C'est-à-dire que tout d'un coup, précisément parce que c'est une sorte de creux biographique, une sorte d'entre-deux. Il y a eu les 15 ans en Iran, et puis là, ces 3 ans où finalement, ce qui se passe pour soi-même ou en soi-même ou dans la connaissance de soi-même de 15 à 17 ans, certainement, c'est tellement plus fort même que toute perception extérieure, même la violence, le fourmillement, le grouillement de cette ville d'Asie. Mais justement, c'est la ville qui est corps, et c'est toutes ces perceptions de pluie, de grouillements sonores, de couleurs, qui vont être l'amplificateur de la révélation de soi à soi-même. Voilà. Donc c'est à la fois un fragment d'autobiographie, comme dirait Jacques Roubaud, mais c'est pas ça qui serait le point premier. Et je vous ai photocopié 3 pages, photocopié, utilisé, enfin en tout cas, je me suis autorisé. Merci Jeanne Sautière, merci Yves Pagès, son éditeur vertical. Je vous ai mis cet extrait, là, c'est page 35, 36, 37, et je vous demande de le regarder à partir, là, de ce qu'on vient de dire sur Balzac. C'est-à-dire, chaque mini-chapitre, justement, puisque c'est bien cet éclatement, et en atelier d'écriture, c'est ça. On va construire de semaine en semaine, avec dédoublement du mercredi, une discontinuité, mais une discontinuité qui va nous permettre, j'espère, de fabriquer cette illusion d'avancée qu'on nomme roman. Le roman uniquement comme pression et cinétique. Ça irait, ça? Les noms de lieux, Sihanoukville, Kep, la rue Sheicheta, Kampot, Kirikom, Takmao, le boulevard Movinong, le Phnom, excusez pour la prononciation. Donc on commence par les noms, la toponymie, la ville, la rue, etc. L'immeuble était situé rue Sheicheta, excusez-moi toujours de prononciation, proche du marché central. Le salon, la chambre de mes parents donnait sur la rue. Je m'installais parfois. Donc là, vous voyez comme on a sauté directement dans l'intérieur. Et ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Si vous parlez de comment on approche de cet immeuble, vous n'arriverez pas à y entrer. En tout cas, pas ici, pas dans cet exercice. Par contre, si vous commencez par l'intérieur de l'immeuble, comme par hasard, ce par quoi elle commence, c'est la chambre des parents. C'est si léger symboliquement, mais sur le balcon de la chambre des parents, elle observe l'extérieur. Et donc le positionnement extérieur-intérieur se fait depuis déjà l'intérieur. Et déjà, la narratrice supposée, puisque c'est pas d'elle qu'elle parle, mais juste sur le balcon, je voyais quoi? Être jeune, c'est être tout de suite chez soi sans recul. Je ne me souviens plus de l'étage. Tu vois? Ces choses-là, ne plus se souvenir de ce que jambes et pieds ont su, de ces montées plusieurs fois par jour. Il y a une honte, une peine à ces oublis. 2e étage, peut-être, par raisonnement. On avait une vue assez plongeante sur la rue, etc. Et ça continue. Les sols carrelés frais, aux pieds nus, les ventilos suspendus au plafond dont un interrupteur réglait l'intensité. Le mettre au maximum pour se donner l'impression de décoller. Tout d'un coup, ça, la sensation des pieds sur sol, ces ventilateurs qui sont évidemment présents dans tout ce monde asiatique ou quasi tropical. Le mot tropique, ça ne vaut pas ici.
Mais tout d'un coup, ça repasse à la subjectivité complète de l'enfance, le mettre au maximum pour se donner l'impression de décoller. C'est sûr qu'en Vendée, tu faisais pas ça. Mais pas la nuit, pour la submersion par la chaleur, un accommodement nécessaire, etc. Et elle continue. C'est-à-dire qu'ensuite, les vitres, quand je vous parle d'exploration, et cette chose-là, qui pour moi, oh, Jeanne Sautière, comme on le voit que tu as relu toute ta vie, Eugénie Grandet, dit-il pour rigoler, parce que je sais qu'elle va mettre le nez dans notre vidéo. Mais quand je vous dis que les éléments qu'on nomme servent eux-mêmes de pied d'ancrage pour propulser le récit plus loin. Les sols carrelés frais aux pieds nus. Et puis ensuite, les vitres dépolies de la salle de bain que j'utilisais donnaient sur ce palier en hauteur. En entrant, à droite, ma chambre, qui elle aussi donnait, etc., etc. Une longue fenêtre couvrait presque tout le mur, donnant sur la coursive, c'est-à-dire qu'on a une espèce de couloir circulaire là, qui organise le récit. Et puis on continue. Un petit lit, un placard sur le mur opposé. Et puis on finit par les livres. Je vous laisse évidemment regarder. C'est-à-dire, c'est pas la question de dire on va écrire comme Jeanne. C'est pas la question de dire on va se servir là d'un moment où précisément pour faire avancer le livre, tu construis le lieu non pas comme dire voici comment était le lieu, mais comme mouvement d'avancée, c'est-à-dire chaque petite séquence construit l'avancée du livre, mais chaque séquence, et c'est là où nous ça nous intéresse, est elle-même pensée comme micro-avancée. Et là, trahison. Et autrefois, quand j'étais quand on faisait des stages d'écriture dans des écoles, des universités, où tout ça, je l'ai fait quasiment 30 ans de ma vie, je donnais pas mes recettes ni mes ruses. Mais avec vous, ici, j'ai le droit. Mais c'est pas contradictoire avec Jeanne Sautière. Elle écrit, page 15, « Ce qu'il ne faut pas faire, mais je le ferai. Fouiller Internet, vouloir retrouver, réparer, en quelque sorte, ce que j'ai entrepris en cherchant les photos de mon ancien lycée, je doute que je vois, etc. » Et c'est tout au début, page 19, alors que le texte là de traversée de l'appartement, c'est page 35, 36, 37. Là, page 19, il y a tout d'un coup ce surgissement de figures immobiles qui pour moi est le côté balsacien là, du vieux du Guénic à Guérande ou du salon dans le cabinet des antiques ou du père Grandet dans sa salle coupant son pain à tranches trop minces. Et il y a cette phrase « Mon père aussi, virgule, le roman ». Et si ça, le mot roman ici, ça ne correspond pas pile à ce qu'on a entrepris nous, mon père aussi, c'est des mots tellement étranges dans le mouvement qu'ils induisent dans la langue. Mon père aussi, virgule, le roman. Pendant les repas de famille, tout à coup ramené au présent par ma mère, par son prénom prononcé fort, Paul, qu'elle répétait plusieurs fois pour provoquer l'atterrissage, il quittait le visage que le rêve éveillé déformait, un œil plus petit, une narine plus gonflée, un léger sourire aux lèvres. Il a son petit œil, était le code pour signifier son absence. Je le regardais étonné, un peu admiratif devant la force de son évasion à lui. C'est-à-dire, cette image fixe du père, c'est là où pour moi il y a une sorte de court-circuit direct entre le surgissement là du père, page 19, toujours pareil, ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le jeu de tric-trac dans le cabinet des antiques, tout d'un coup cet arrêt du temps par une distension énorme. Dans Eugénie Grandet, par l'irruption des mousses, de l'envahissement par des ronces, etc. Là, c'est juste une image arrêtée parce que le père a tout petit endormissement et que, il y a cette fable de famille qu'il ouvrait un œil avant l'autre, avec ce petit sourire, on revient de l'absence. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve aussi, reprenez par exemple ce texte si étrange de Marguerite Duras qui s'appelle « L'amour ». Il y a deux personnages. Comment tu fais intervenir le deuxième personnage dans ce que dit le premier? Il dit quoi le premier? Ce qu'il voit par la fenêtre. Mais il faut faire exister le deuxième personnage. Comment il fait le deuxième personnage? Il était là, c'est la femme, elle dormait. Elle ouvre les yeux et regarde, et l'homme dit « Et vous faites quoi là ?» Et ça, c'est le génie de Duras, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. On travaille sur... c'est quoi 15-17 ans?
Est-ce que c'est le rapport aux parents dans l'enfance ou précisément comment on abolit les parents? Comment en tout cas se prépare une autre histoire? Bien, tout d'un coup, il y a cette image-là du personnage fixe qui s'éveille et il ne prononce rien de parole. C'est les autres qui disent « il a son petit œil ». Alors juste là, dans l'extrait, j'ai triché. Moi, je vous mets l'appartement. Puis elle-même, ça finit par une parenthèse. Chaque fois, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je me le rappelle parce que c'est une anecdote? Quelque chose de sorti du quotidien et d'un peu menti. Donc la question du roman, elle est tout entière posée là. Et c'est dans mon petit extrait 35, 36, 37, pour que ça colle avec Balzac, et j'avoue mes pauvres tours de prestidigitateur de rien, que je me suis permis d'insérer cette image fixe du père, parce que c'est ça que je vous demande, exactement ce que je vous demande, c'est-à-dire que ce lieu, c'est pas la question de s'en souvenir, elle l'écrit parce qu'elle ne s'en souvient pas, justement, et en écrivant ce lieu, au bout, tout d'un coup, il y a la possibilité d'amener un personnage d'abord fixe, d'abord immobile, dans le moment où, comme dans le cabinet des antiques de Balzac, hop là, le temps revient à vitesse normale et on lance les dés sur le plateau de tric-trac. Donc désolé Jeanne Sautière, je commets un crime de construction et structure dans un but uniquement d'écriture, mais quel livre! Ma mère n'a donc pas eu de tendresse pour la petite bonne orpheline de son bébé, il y a du lourd. Nous écrivons beaucoup avec P au lycée, etc. Je suis revenu en France, le voyage m'a paru, etc., etc., etc. Il y a même une photo à un moment donné, tout à la fin du livre. Proposition numéro 2, on y va. Le plus dur c'est quoi? C'est de le trouver ce livre. Mais peut-être il n'est pas si bien. C'est justement peut-être en renversant. Comme là, c'est peut-être ça qu'elle nous donne comme leçon de sauter. Ce lieu, vous ne vous en souvenez pas. Pas assez précisément. C'est pour ça qu'il faut l'ouvrir. Et faire que la narration s'y installe. Que là, dans cette narration qu'on a installée, il lui faut 3 pages, on arrive sur l'image d'un personnage immobile, ou de plusieurs personnages immobiles. Et là, notre atelier, nous, continue.